Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Vous aviez adoré l'épisode Comment naissent et meurent les fées de Margot Carlier. Alors nous avons décidé de vous faire découvrir un autre de ces contes qui s'intitule L'inconsistance du Bachibouzouk, dont voici la première partie. Si vous souhaitez en découvrir plus sur son univers, son ouvrage et toutes ses créations sont disponibles sur son site. Le lien est dans la description. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Il était une fois un lac devenu célèbre du fait que jamais personne encore n'était parvenu à le traverser. Bien des hommes s'y étaient essayés pourtant. Depuis des siècles, rois, conquérants et aventuriers se pressaient dans cette région reculée du monde pour tenter leur chance. On les voyait un beau matin monter à bord de leur bateau pour ne jamais reparaître. S'ils ne revenaient pas, ce n'était pas parce qu'ils s'étaient perdus. Le lac était grand, certes, mais pas suffisamment pour se perdre. En vérité, personne ne savait ce qu'il advenait d'eux. Un épais brouillard recouvrait l'eau et ne se dissipait jamais. Il avalait quiconque osait y pénétrer et l'emportait pour toujours. Alors, pourquoi risquer sa vie pour traverser un lac couvert de brouillard, me demanderez-vous? Car pendant la nuit, on pouvait apercevoir une lumière qui luisait en son centre. On avait parfois du mal à la distinguer avec ce brouillard, et l'on eût pu facilement croire à un effet d'optique ou au reflet de la lune. Il n'en était rien. D'où que l'on se posta autour du lac, la lumière ne bougeait pas. Quelqu'un l'avait allumée. Quelqu'un vivait sur ce lac. Chacun y allait de sa propre théorie, et depuis le temps que ce manège durait, il s'en était échafaudé beaucoup. Pour certains, c'était le Graal que l'on voyait briller. Selon d'autres, il s'agissait du trésor des Korrigans. Les veuves éplorées aimaient à croire que leur mari s'était échoué sur un îlot et leur adressait là un signe de vie. Et pour ceux qui aimaient raconter des histoires d'épouvante au coin du feu, c'était la demeure de l'Ankou. Pour Solène, l'épouvante était bien réelle. Voilà des siècles qu'elle régnait sur Inis Morwez, et depuis tout ce temps, jamais elle n'avait vu une brume si peu dense. Si leur énergie continuait à faiblir, c'était leur sécurité à tous qui serait menacée. Le brouillard se dissiperait, la forteresse serait visible aux yeux des hommes, et bientôt, l'îlot serait envahi. Qui pourrait dire ce qu'il adviendrait d'eux alors? Solène ne laisserait jamais une telle chose se produire. Il l'avait choisie, elle, une humaine, pour les protéger. C'est une histoire depuis longtemps oubliée, car tous ceux qui l'ont vécue sont morts il y a bien longtemps. Cela commença par une guerre entre le petit peuple et les hommes. Puis, c'est tout le peuple des merveilles qui fut persécuté pour sa magie et forcé de vivre caché. C'est à ce moment que les merveilles étaient venues pour trouver Solène. En tant que guérisseuse, elle connaissait bien la région. Elle avait souvent parcouru à la recherche de plantes pour ses remèdes ou pour porter secours aux créatures magiques. Aussi, lorsque ces dernières furent presque toutes éteintes, Solène eut cette idée. Enfant, elle dérobait la barque de son père pour se rendre à la ruine qui trônait au milieu du lac. Elle aimait cet endroit, car personne n'aurait jamais pensé la chercher là-bas. C'était un vieux château gris et poussiéreux, inatteignable et sans intérêt. C'est là qu'elle choisit de cacher les merveilles. Farfadets, lutins, trolls, elfes, fées, dragons, géants, même les ogres et les gobelins furent admis à condition de bien se tenir. Tous apportèrent avec eux leur magie sur cet îlot. Ils unirent leurs forces pour se cacher des hommes dans le brouillard. Et le temps s'arrêta à Inis Morwez. Au fil des siècles, les merveilles se firent oublier. Les animaux cessèrent de parler au pays des hommes, les enchanteurs cessèrent d'enchanter, et le monde semblait ne plus se souvenir que la magie avait un jour même existé. Les créatures l'avaient emportée avec elles depuis déjà longtemps. Trop longtemps, si bien que l'esprit même de leur magie s'affaiblissait, terré seul sur cet îlot. Les merveilles avaient besoin de l'énergie de la nature pour se régénérer.
des pierres, des arbres, des fleurs. Inis Morwez était le dernier refuge magique sur Terre. Mais ce refuge se muait en prison. Solène, nous devons sortir. Lui dit un jour Padern. Padern était un nain des montagnes, le premier à être venu la trouver pendant la guerre. S'il était désormais son ami, il était surtout son premier général. C'était lui qui avait fait passer le mot et mené toutes les créatures magiques jusqu'à Solène, quand beaucoup ne faisaient plus confiance aux humains. La reine avait bien conscience que sans lui, des peuples entiers se seraient éteints et la magie aurait pour toujours disparu. Aussi, lorsque les merveilles l'avaient désignée pour régner sur Inis Morwez, elle avait immédiatement compté sur le nain pour la conseiller. « C'est impossible, Padern. C'est trop dangereux dehors. Si elle sort, elle risque de mourir. » Si elle reste aussi. Tu ne connais pas les hommes comme je les connais. Ils sont vils, malhonnêtes, violents et animés par une soif de richesse et de pouvoir intarissable. Mais ils ont peut-être changé. Ça fait plus de 1000 ans maintenant. Tu ne crois pas que l'on devrait leur donner une chance? Ne vois-tu pas tous ces bateaux qu'ils nous envoient? Heureusement, les dragons des eaux en font leur affaire. Mais crois-tu vraiment qu'ils viennent en paix? Le brouillard s'amenuise. Ils peuvent nous voir la nuit. Il faudra être plus prudent. Ce n'est pas pour moi que c'est dangereux dehors. Crois-moi, c'est dans l'intérêt de tous. Pendant ce temps, à l'autre bout du continent, la sultane Métap attendait pour la première fois avec impatience l'audience du jour. Personne ne la prenait vraiment au sérieux depuis qu'elle était montée sur le trône. Il faut dire que jamais son peuple n'avait été gouverné par une femme, et qu'elle ne recevait pas le quart du respect autrefois témoigné à son père et dû à un souverain. Elle avait essayé de se faire aimer de ses sujets, puis de se montrer plus autoritaire, mais rien n'avait marché. Ses vizirs continuaient de tirer les ficelles du pouvoir dans son dos. Aussi Métap en était venue à la conclusion suivante. Elle devait frapper fort, réaliser un exploit tellement extraordinaire qui lui garantirait l'admiration et le dévouement de tout son gouvernement. Pour ce faire, elle avait envoyé un émissaire parcourir le monde à la recherche d'une quête à mener, d'un ennemi à exterminer, d'un territoire à conquérir ou de n'importe quel défi aussi grandiose qu'impossible. Ambassadeur, vous vous êtes fait attendre. Quelle nouvelle du monde? Majesté, fit ce dernier en se prosternant devant la sultane. J'apporte des nouvelles qui, je l'espère, vous réjouiront. Voilà des semaines que je parcours le continent et mes propositions pour installer votre grandeur sont légion. Je vous écoute, ambassadeur. Il y a d'abord cette révolte dans le sud de notre pays. 2 villages qui se disputent la jouissance d'une rivière et les droits de pêche. Non. Majesté, vos sujets... Oui, ambassadeur. Le coup à celle-ci. Ce sont déjà mes sujets. Non, il nous faut du grandiose, du sensationnel. Qu'avez-vous d'autre? Eh bien, il y a ce conflit avec nos voisins à l'Est. Ils bloquent les routes et empêchent nos échanges commerciaux avec l'Orient. D'après nos éclaireurs, la voie d'accès n'est contrôlée que par quelques troupes. Nos armées pourraient facilement en venir à bout et rétablir notre prospérité économique. Grommela la sultane. Ambassadeur, je vais finir par croire que vous étiez tout ce temps en vacances. Quand je vous confie la délicate mission de trouver une quête à ma hauteur pour affirmer mon autorité, j'attends de vous autre chose qu'un rapport sur les chamailleries de nos pêcheurs ou nos conflits de voisinage. L'ambassadeur baissa la tête penaud. Il y a bien ce lac où nous avons rencontré de nombreux rois et armées. Votre grand-père lui-même s'y était un jour rendu. Mais il se situe à des semaines de marche d'ici. Et puis, ce n'est probablement rien. Ambassadeur, si ce lac déplace des rois et des armées, c'est probablement tout sauf rien. Dites-moi plus. Eh bien, là où se finit la terre, il y a un lac couvert de brume. J'espère vraiment que vous allez quelque part avec cette histoire, ambassadeur. Si vous vous avisez de me faire encore perdre mon temps, je vous enverrai aux galères. Soyez-en sûrs. J'y viens, votre Altesse. Le brouillard est si épais qu'il est impossible d'apercevoir l'autre rive. Aucun bateau ayant tenté d'y naviguer n'est jamais revenu. Donc, vous voulez que je traverse le continent pour aller faire du bateau sur un lac brumeux? Je sais votre goût pour le voyage, ambassadeur.
Je ne doute pas que votre nouvelle affectation vous plaira. Majesté, je vous en prie, écoutez-moi encore un instant. La nuit, une lumière s'allume au milieu du lac. Il y a quelqu'un sur ce lac ? Demanda Métape dont la curiosité était piquée. C'est le secret que c'est de percer tous les puissants de ce monde, Votre Altesse. Je me suis laissé dire qu'il s'agissait peut-être d'un trésor caché là par les dieux. Imaginez que vous vous en empariez, quel pouvoir vous conférerait cet objet divin! Vous ne gagnerez pas seulement le respect de vos vizirs, Majesté, mais celui du monde! Ambassadeur, dit la sultane qui affichait désormais un large sourire. Vous venez peut-être d'échapper aux galères après tout. Après de nombreux jours de préparation, l'ambassadeur informa la sultane que le corps des janissaires se tenait prêt à partir et attendait ses ordres. Les janissaires ? S'étonna Métape. Ils sont nos meilleurs combattants, Votre Altesse. Aucun autre de nos hommes n'égale leur discipline et leur dévouement à Votre Majesté. Vous me comprenez mal, ambassadeur. Pourquoi seulement les janissaires ? Si je pars défier les dieux, ne croyez-vous pas que je devrais emporter toute mon armée ? C'est-à-dire, Majesté... Bafouilla ce dernier embarrassé. Qu'y a-t-il encore ? Les vizirs ont jugé que cela serait trop coûteux. Voyez-vous, cette opération pourrait s'avérer longue et nos finances sont déjà au plus bas. Je sais. Nos routes commerciales sont fermées à l'est. Comprenez-les, Majesté. De nombreux hommes ont tenté de percer ce mystère en vain. Oui, mais moi, je suis une femme. Métape réfléchit un temps avant de reprendre. Allez chercher les Bachibouzouk. Les Bachibouzouk ? Mais madame, ils sont incontrôlables. Ces mécréants-là ne se battent que pour l'argent. Ils sont prêts à retourner leur épée lorsque l'adversaire s'avère plus offrant. Ils n'obéissent qu'à eux-mêmes. Ces hommes n'ont aucune dignité, aucune noblesse. Ce sont des bêtes sauvages. Ce n'était pas une question, ambassadeur. Un matin, la terre se mit à trembler. Solène se réveilla en sursaut. On entendait le tonnerre au loin. Non, cela ressemblait plutôt à un grondement sourd, grandissant et qui se dirigeait tout droit vers l'île. La reine connaissait cette menace. Elle l'avait attendue longtemps, priant chaque jour qu'elle ne vienne pas. Elle reconnaissait ce pas cadencé des soldats qui foulent la terre et s'évanouissent dans un nuage de poussière. Solène descendit de la tour et vint rejoindre la troupe qui s'était formée au bord du lac. Même les eaux n'étaient pas tranquilles. Des vagues se formaient à la surface et venaient avaler le rivage. « Qu'est-ce que c'est ?» lui demandèrent les merveilles. « Une nouvelle guerre qui commence. » Il n'y avait plus de temps à perdre. Les hommes savaient que quelqu'un ou quelque chose se cachait sur le lac et ils avaient finalement décidé d'en prendre possession. Il fallait au plus vite organiser la défense et rassembler de quoi tenir un siège. « Nous devons d'abord estimer la menace qui pèse sur nous. » Raisonna Paderne. « Peut-être sommes-nous en mesure de riposter. » Et comment comptes-tu faire cela ? Nous nous en chargerons, assurèrent les dragons des eaux. Si nous volons assez haut, nous pourrons les compter sans qu'ils nous voient. Vous risquez de vous faire repérer. Dans ce cas, c'est moi qui irai, dit Tiff, en s'avançant courageusement au milieu de la foule. Ils ne se méfieront jamais d'un sanglier. Je me ferai aussi muet que la carte et passerai inaperçu chez les hommes. Ça peut marcher. Monte sur mon dos, je vais te faire traverser, proposa un dragon. À peine avait-il rejoint la berge que déjà, Tiff se faufilait au travers du campement en tâchant de dénombrer les assaillants. Malgré toute la bonne volonté qu'il y mettait, les troupes de Métape étaient trop nombreuses pour que le sanglier puisse les compter. Il arrêta sa course pour observer le camp qui s'étendait jusqu'à la ligne d'horizon. Lorsqu'il rebroussa chemin, Tiff ne vit pas qu'un Bachibouzouk le traquait. Ce dernier avait remarqué l'animal cheminant parmi les tentes et comptait bien en faire son dîner. Le mercenaire saisit son sabre et sans un bruit, suivit le sanglier jusqu'au lac. Là, il était sûr que l'animal ne lui échapperait pas. Alors qu'il s'apprêtait à s'élancer sur sa proie, le Bachibouzouk aperçut une forme qui sortait de l'eau et il s'immobilisa. Jamais il n'avait vu pareille chose de sa vie. La bête semblait tout droit sortie de l'enfer. Elle se tenait droite sur ses pattes griffues
et étirait un coup d'une longueur interminable dans les airs, tandis que le reste de son corps immense était encore immergé. Sa tête était ornée d'une myriade de cornes et d'épines, et de la fumée s'échappait de ses naseaux. L'eau ruisselait le long de ses écailles bleues qui paraissaient plus impénétrables que n'importe quelle armure. Ses ailes, plus larges et plus puissantes encore que celles du phénix, semblaient pouvoir balayer l'univers d'un simple battement. La force et la férocité de l'animal ne pouvaient cependant égaler l'immense beauté et la noblesse qui émanait de lui. Doucement, le dragon des eaux déplia une aile vers le rivage pour permettre au sanglier de monter sur son dos. Quelques instants plus tard, ils disparurent dans la brume et le Bashibouzouk les perdit de vue. Des cris retentissaient dans le camp et une foule de janissaires s'agitait autour de la tente de Métap. La sultane! Laissez-moi voir la sultane! Le Bashibouzouk avait tenté de se faufiler jusqu'à elle. Mais à peine s'était-il approché de ses quartiers que la garde lui était tombée dessus et l'avait roué de coups. Qu'est-ce que tout ce remue-ménage? Que se passe-t-il dehors? Ce n'est rien, votre Altesse. Un Bashibouzouk qui joue les troublions, comme à leur habitude. Que veut-il à la fin? Allez savoir, Majesté. Nous allons le faire bâillonner et le mettre au cachot à l'autre bout du camp. Il ne vous importunera plus. Faites-le plutôt venir. Comment? Ambassadeur, je ne sais pas si vous êtes sourd ou idiot, mais votre manie de tout me faire répéter commence à devenir vraiment agaçante. Et si c'est une question de discipline? Croyez-moi, je vous appliquerai les mêmes remèdes que ceux administrés à mes vizirs récalcitrants. Apportez-moi le Bashibouzouk sur le champ. Bien, Majesté. L'ambassadeur sortit de la tente et revint quelques instants plus tard en compagnie du Bashibouzouk. Son visage, gonflé par les coups qu'il avait reçus, était sale et rougi. L'ambassadeur le poussa en direction de Métap et le Bashibouzouk tomba à genoux. Majesté, il faut que vous sachiez ce que j'ai vu. J'étais plutôt au bord du lac. Il y avait un sanglier dans notre camp dont je projetais de faire mon repas. Il s'est approché du rivage et là, un monstre a surgi des eaux. Une créature plus grande encore que les mâts de vos bateaux. Ses yeux lançaient des éclairs. Ses griffes étaient aussi acérées que des glaives et ses dents telles une multitude de lames tranchantes. Il suffit. Ta présence insulte son Altesse autant que tes mensonges. Croyez-moi, Majesté, je dis la vérité. Métap, qui jusque-là était restée silencieuse, invita le Bashibouzouk à poursuivre. « Quel est ton nom ?» L'Event, votre Altesse. Bien. Continue l'Event. Que s'est-il passé ensuite? La bête a-t-elle dévoré le sanglier? Non, Majesté. Elle a déplié ses ailes jusqu'au rivage pour servir de passerelle à l'animal. Puis, elle l'a emporté sur son dos et ils ont tous les deux disparu dans la brume. Cela n'a aucun sens. Je te ferai couper la langue pour oser proférer de telles sottises. Et pourquoi mentirait-il, ambassadeur? L'homme espère assurément quelques récompenses, votre Altesse. Je n'attends rien, Majesté. Je voulais vous mettre en garde. N'envoyez pas vos hommes sur le lac. La bête les emporterait pour toujours. Et qu'en ferait-elle? Je ne sais pas, Majesté. Mais assurément, un sanglier ne peut vivre dans l'eau. Il y a une terre au milieu de ce lac. C'est là que le monstre a emmené l'animal. Et c'est là que nous irons. Ambassadeur, préparez les bateaux. La flotte était maintenant prête et attendait le commandement de la sultane. Les embarcations n'étaient pas bien grandes. À peine pouvaient-elles contenir 30 hommes. Métap décida d'envoyer d'abord 3 vaisseaux en éclairant. Vous n'avez rien à craindre. La bête n'est pas dangereuse. Elle a aidé l'animal à traverser. Ces hommes étaient chargés d'effectuer un repérage, d'estimer la distance jusqu'à l'île et d'amadouer le dragon avec quelques morceaux de viande, soigneusement choisis. Ils embarquèrent et disparurent bientôt dans le brouillard. Les janissaires progressaient lentement et ne s'éloignaient jamais trop les uns des autres, afin de ne pas se perdre de vue. « Tout va bien chez vous ?» cria Métap du rivage. « Oui, Majesté. Rien à signaler pour le moment. » répondit le plus gradé. « Vous apercevez une île ?»« Pas encore, votre Altesse. Mais nous continuons de progresser. »« Des traces du dragon ?»« Pas pour le moment, madame. »« Jetez-lui la nourriture. Cela le mettra dans de bonnes dispositions pour vous conduire jusqu'au trésor. » L'homme s'exécuta. Il n'eut pas longtemps à attendre avant de voir les eaux frémir. Un dragon sortit bientôt de l'eau, tout près de l'embarcation. Il était tel que l'Event l'avait décrit, immense et terrifiant.
Puis, une vague poussa le navire vers l'avant. Un autre dragon venait de percer les eaux à l'arrière et bouscula le bateau de sa queue. Des remous se firent ensuite sentir sous la coque des navires. « Regardez! On dirait un tentacule !» s'écria l'un des hommes en désignant le rebord du bateau. La tête d'une pieuvre monstrueuse fit alors surface au milieu des embarcations, enroulant ses bras autour de chaque navire. « Nous venons en paix !» adressa le janissaire au dragon. La créature s'approcha de l'homme terrifié. « Ils ne viennent jamais en paix !» répondit-il dans un rugissement. « Nous ne vous voulons pas de mal. Nous voulons juste le trésor. Nous avons apporté des offrandes. Regardez, tous ces savoureux mets. Nous avons encore de nombreux présents pour vous, si vous nous conduisez à l'île. » « Je n'ai que faire de vos présents. Je préfère savourer ma viande, encore vivante. » En disant cela, le dragon fondit sur l'homme en ouvrant une large gueule et le dévorant. Les envahisseurs furent soudain pris de panique. « Majesté, c'est un piège! Restez sur le rivage !» Déjà, la pieuvre resserrait ses tentacules autour des navires et les entraînait au fond du lac. Les hommes qui n'avaient pas péri noyés tentaient de s'échapper à la nage. Et les dragons étendirent leurs ailes pour former un large cercle autour d'eux, avant de les avaler un à un. Restés à terre, Métap et son armée écoutèrent longtemps les cris de leurs camarades avant que le lac ne replonge dans le silence. La sultane rassembla sous sa tente ses plus fidèles conseillers, qui tenaient là conseil de guerre. Que proposez-vous maintenant ? Majesté, nous avons déjà perdu des navires et des hommes d'une grande valeur. Ne pensez-vous pas qu'il serait raisonnable de rentrer ? Rentrer bredouille et subir les réprimandes de mon gouvernement ? Ambassadeur, je suis venu ici pour gagner. Et c'est précisément ce que j'ai l'intention de faire. Mais les dragons, Majesté, nous ignorons encore combien ils sont. Et nos forces ne seront jamais suffisantes pour en venir à bout. Il y a peut-être une solution. Intervint l'Event. Toi, le Bachibouzouk, on ne t'a pas sonné. Je ne sais déjà pas pourquoi nous tolérons ta présence à notre table. Parce qu'il est le seul encore vivant à avoir vu la bête de près, ambassadeur. L'Event, toute suggestion est la bienvenue. Nous t'écoutons. Eh bien, si nous ne pouvons pas traverser le lac, il nous reste deux solutions. Passer par-dessus ou par-dessous. Oh, voilà une idée. Tu as raison, apprenons à nos hommes à voler. Majesté, nous avons des catapultes, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Suggères-tu que nous catapultions nos hommes sur le lac ? Non, que nous envoyions des pierres. Et à quoi cela nous servira-t-il de remplir le lac de pierre ? On vous le demande. Pas de le remplir de pierres. Mais si la pierre tombe dans l'eau, vous saurez que ce n'est pas notre direction. Si vous n'entendez pas l'éclat de la surface, vous saurez que vous avez touché terre. C'est comme ça que nous saurons où se situe l'île. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à creuser un tunnel sous le lac. L'alarme retentit dans tout Inis Morwez. On nous attaque, tous aux abris, criait Padern. Même si les pierres n'étaient pas encore tombées sur le château, des projectiles perforaient le lac en toutes parts et se rapprochaient dangereusement de l'île. Padern ne mit pas longtemps avant de comprendre le stratagème de l'envahisseur. S'il ne pouvait pénétrer Inis Morwez par le lac, alors il comptait en faire sortir les merveilles, pensait le nain. Il se précipita au laboratoire des enchanteurs et les implora de préparer au plus vite un bouclier de protection pour l'île. « Il faut du temps pour cela. » lui répondirent-ils. « Du temps, nous n'en avons pas !» rétorqua Padern. « Nous n'avons probablement plus assez d'énergie de toute façon. » Faites au mieux avec ce que nous avons, mais surtout, faites vite. Les enchanteurs puisèrent en eux toute la magie qu'ils purent. Mais il était déjà trop tard. Un boulet venait de percuter une tour qui s'effondra avec fracas. Soudain, les jets de projectiles cessèrent et tout redevint calme. Trop calme. Padern, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Demanda Tiff. Je ne sais pas ce qu'ils préparent, mais je n'aime pas cela. Je n'aime pas cela du tout. Au cours des jours qui suivirent, les merveilles s'affairèrent à reconstruire la tour et préparèrent le combat. Les nains forgeaient des armes, les enchanteurs préparaient des potions de force et les monstres marins se tenaient prêts à l'attaque. Cependant, rien ne vint. Pas un seul petit bateau, pas un seul jet de pierre. Rien. Ils sont peut-être partis. Ils sont à court de vivres, ou bien ils n'ont plus assez d'hommes et d'armes. Espérait le sanglier. Tiff, si j'ai appris une chose depuis 1000 ans que nous sommes coincés sur cette île, c'est que les hommes n'abandonnent jamais.
lui dit Solène. Ils se battront jusqu'au dernier et sacrifieront leurs semblables pour tenter de dérober ce qui est à leurs voisins. Ils ne peuvent accepter de perdre, ils sont bien trop orgueilleux. S'ils sont partis, ne t'inquiète pas, ils reviendront plus nombreux encore et mieux armés. Le temps passa et tout redevint paisible à Ennis Morwez. Jusqu'à ce matin fatidique, où les farfadets déboulèrent dans la grande salle très agitée. « Merde, Solène, où êtes-vous » « Je suis là. Que se passe-t-il » demanda le nain. Le roi des farfadets s'avança, l'air grave. Nous étions dans nos terriers, bien tranquilles en train de dormir, quand tout à coup, la terre s'est mise à trembler et gronder en dessous de nous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est probablement rien. Mais si, Paderne, cela ravage nos maisons. Il faut que tu viennes vite. Paderne se laissa convaincre et suivit son ami jusqu'au terrier. Il imita le roi des farfadets et colla son oreille sous la terre. Soudainement blême, il se releva d'un bond et courut au château quérir Solène. Solène, ce sont les envahisseurs, ils arrivent. Que racontes-tu là, Paderne ? Je ne sais pas comment ils y sont parvenus, mais ils sont là, juste en dessous de nous. J'ai entendu leurs pioches, près des terriers. Très bien, dit la reine en gardant son calme. Nous savions que ce jour arriverait. Rassemble les merveilles, que toutes prennent une arme. Je vais prévenir les dragons. Le silence n'avait jamais été aussi parfait à Ennis Morwez. Les merveilles guettaient le moindre son, la moindre vibration au sol. Elles se demandaient où l'envahisseur allait sortir. Puis, un monticule de terre se forma. Solène s'approcha et le petit peuple se posta tout autour, attendant son commandement. Enfin, le sol s'écroula et un homme sortit de terre. « Bienvenue, nous vous attendions. » La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute et merci à Margot Carlier pour sa confiance.